Je voulais présenter quelque chose hier, donc vous m'avez coupé, et j'ai trouvé que c'était pas juste de le faire. Et aujourd'hui, je voudrais reprendre la manière que j'avais de vous dire que je ne voulais pas vous parler à vous, Casa, et ni à Luc Ferry, ça n'avait rien à voir. Vous vous imposez. Je sais que c'est votre façon de demander quelque chose à quelqu'un. Vous ne me parlez pas directement, vous ne parlez pas directement. Si vous ne parlez pas directement, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Nous savons que nous n'avons pas à parler des journalistes. C'est votre façon de parler. Nous savons qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui se dit comme il est extrêmement difficile de parler à un journaliste. Comme il est extrêmement difficile de parler à un ministre. Ça, on peut le comprendre. Et en fait, le ministre, comme le journaliste, a un pouvoir, pense-t-il. Mais s'il a ce pouvoir, oui, ce pouvoir doit lui être donné, délégué par l'État. Mais si vous dites que vous êtes journaliste, que vous êtes ministre, notamment ministre, ministre et fonctionnaire, ou fonctionnaire, mais si vous dites que vous êtes ministre, alors vous êtes un employé de l'État. Alors, l'État doit se reconnaître dans ce que fait le ministre. Mais si ce n'est pas le cas, c'est une question. Puisque aujourd'hui, des personnes, nous les avons en face de nous, souvent, quand on va dans des services, des personnes ne font pas partie du service public, elles ne sont pas fonctionnaires. Mais elles sont dans le service public de l'État, qui représente l'État. Est-ce que, la question c'est, est-ce que l'État se reconnaît dans ce service public ? Est-ce que l'État se reconnaît dans ses fonctionnaires ? Si ce n'est pas le cas, l'État doit remédier. Ou l'État agit. Mais on a entendu hier que l'État n'agit pas. Ils attendent vainement l'intervention de l'État, qu'il y ait un effet dans ce qu'ils font, et ça ne vient pas. En tout cas, ils ne le voient pas. Je suis Fadila Bégoul. J'habite à Mulhouse. Je fais ces enregistrements pour faire des mémos, pour me faire à moi-même, dans un premier temps, des mémos pour une enquête que j'ai menée pendant 7 ans. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat, et ce n'est pas une tentative d'assassinat, plusieurs tentatives d'assassinat. Dernièrement, il y a eu un incendie juste en dessous de chez moi. Et donc, j'ai déposé évidemment des dossiers dans différents services, la gendarmerie, la police, dans différents tribunaux, oui. Et très curieusement, c'est la loi du silence. Des choses se sont mises en place pour eux, en tout cas, pour pouvoir se défendre, on dirait. Mais en ce qui me concerne, c'est la loi du silence. On ne me répond pas. Et donc, alors, je comprends, j'ai compris,
au cours de mon enquête, j'ai compris qu'il y a un dossier qui devait passer avant le mien. Et j'ai compris que c'est une procédure très étrange pour un citoyen, pour la citoyenne que je suis, qui consiste à dire que on ne pourra pas, ils ne peuvent pas aborder le dossier tout de suite. Ils doivent d'abord comprendre un autre dossier. Alors c'est très étrange parce que ça ne se fait pas directement. C'est pas quelque chose c'est pas écrit. Ce serait trop naïf. C'est trop. Faut pas exagérer. Mais ça serait trop naïf. Ça serait trop. Que l'État a sa manière d'enquêter, qui consiste à vérifier tous ces systèmes, et qui consiste, dans un premier temps, à vérifier la part d'implication d'un service public ou d'employés qui pouvaient se réclamer d'être du service public. Bon, on peut l'entendre, on peut se dire que, effectivement, si une personne se fait passer pour un employé de l'État et aux yeux du citoyen, et que cette personne n'est pas employée de l'État, chose qui s'est déjà produite, c'est logique. À cette échelle-là, c'est logique. Même si c'est 1%, c'est énorme, 1% à l'échelle de l'État. C'est de savoir quelle est la part de l'État. Oui. Où l'État était présent. Dans un plan qui a été déclenché, par exemple. Pourquoi l'État aurait déclenché ce plan à cette date-là, par exemple? Pourquoi? Et ça suppose aussi beaucoup de choses qu'on ne savait pas. C'est des chaînes événementielles. Vous appelez ça les chaînes événementielles parce que ça fait un pop-up, c'est une expression qui fait pop-up chez les Kazas. Oui. Les Kazas, les JOM, etc., utilisent un outil de prédictibilité du langage. Et fait ce qu'on appelle c'est-à-dire gobe le répertoire lexical d'une personne, le phrasé, le répertoire lexical d'une personne, jusqu'à essayer d'imiter à la perfection la manière de parler d'une personne. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ce qui a été dit précédemment, c'est que malgré ces artifices, malgré ces techniques, ces technologies, oui, il faut illusion, c'est sûr, il faut illusion, mais si la personne est... C'est-à-dire qu'il y a forcément une manœuvre qui va observer très attentivement cette chose-là. Jusqu'où vous irez à faire ça? Parce que c'est quelque chose qui s'est produit, souvent, dans un contexte très particulier, et c'est quelque chose que peut-être l'État veut absolument comprendre. L'État a compris beaucoup de choses. Beaucoup, évidemment. Mais si ça passe encore, c'est que c'est qu'il y a encore des possibilités de le faire. Bien, dorénavant, vous, monsieur, vous n'aurez pas besoin de saboter mon enregistrement en essayant de dire, si on dit votre nom, vous accepterez pas l'enregistrement. Je vois pas pourquoi. J'ai été victime de tout ça. J'ai été victime de ce que j'ai dit en préambule, là. Je vois pas pourquoi. Ce que je dis, ce sont des mémos, donc pour ces enregistrements. Ça permet, en fait, aussi de faire comprendre à toutes les personnes qui m'espionnent, vous n'avez pas besoin de continuer de faire ce que vous faites, je sais ce que vous faites. Et j'essaye de montrer la précision la précision que je peux utiliser, oui, la précision que j'ai pu atteindre pour comprendre quelque chose en ce qui vous concerne, vous qui m'espionnez. Alors il y a encore des personnes qui veulent se substituer à moi, qui veulent prendre ma voix, mais c'est ce qui se passe. Alors hier, j'ai dit quelque chose par rapport à Vermeer, je vais y revenir, je ne vois pas pourquoi, parce que cette personne ne l'a pas vécu, alors ça peut pas être chez lui, ça ne peut pas être chez elle, je veux dire, ça ne peut pas être chez cette personne.
puisque cette personne ne l'a pas vécu et elle veut le vivre avant pour être en phase avec ce qui va être organisé pour cette personne qui va vouloir me remplacer, par exemple. Pourquoi pas? On peut y mettre cette hypothèse. Henri Hervé qui veut me remplacer. J'écris un livre, il veut écrire un livre. Je chante, il veut chanter. C'est pathétique, pathétique. Bien. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des choses, comme le tiers-livre, enfin le passage du tiers-livre, que j'avais comprises. Et alors? Et ici, j'ai dit qu'il est dit de Vermeer, donc Vermeer dit délibérément, Vermeer peint ces scènes-là, évidentes, rebattues et ressassées, ces objets-là, indifférents, banals, communs, pour rien, que rien ne distingue. Délibérément, Vermeer peint ces lieux communs, parce qu'ils sont devenus insignifiants. Pour lui, ce regard ce travail qu'il a dû faire dans la contrainte, dans la souffrance, Vermeer a pu regarder des objets, des lieux, avec ce regard comme ça, ce regard qui fait que tout ça, c'est insignifiant pour lui. Et j'avais rappelé qu'il y a eu un flux de Laurent Ruquier, parce que Laurent Ruquier, moi je ne le connais pas, mais il a l'air de me connaître, je ne sais pas pourquoi. Oui. Et donc, il y a un flux qui disait que lui, il avait le sale regard. Donc il a fait un travail, et en fait, quand il regarde les choses, il a le sale regard. Alors, pour Vermeer, on pourrait lui poser la question, mais malheureusement, Vermeer, peintre de la Renaissance, que voulez-vous, c'est difficile. Mais on pourrait lui dire, est-ce qu'il a eu peur justement d'être mis sous emprise, lui aussi? Est-ce qu'il ne voulait plus être mis sous emprise? Ça m'étonnerait. C'est pas vraiment ça qui l'embêtait le plus. Mais alors, est-ce que Laurent Ruquier ne voulait plus être mis sous emprise? Parce que c'est quelque chose qu'on perçoit beaucoup de ces gens-là. Et si ces gens-là ont une défense contre ça, bon, c'est qu'ils ont compris quelque chose. Mais on pourrait aussi se dire que ils savent ce que c'est que la loi du silence. Et quand je dis qu'il avait ce regard insignifiant, c'est le regard insignifiant de celui qui a atteint une expertise dans son art, dans son métier. Mais le mot métier, pour certaines personnes, n'est pas adapté, parce que ça voudrait dire il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à voir, ces gens-là, parce que vous n'arrivez jamais à atteindre ce niveau-là. Voilà. Et j'ai dit que s'il a eu ce regard insignifiant, il a le même regard qu'un chirurgien. Parce qu'il faut avoir ce regard-là pour faire de la chirurgie. C'est un regard qui permet justement, par exemple, vous avez des métastases, par exemple, c'est écœurant, c'est affreux. Je veux dire, c'est un regard qui peut permettre de rester toujours dans la continuité, dans la stabilité du geste, de ne pas flancher au moment où il faut faire une intervention chirurgicale. Dans des situations très critiques, des situations qui pourraient être très, je veux dire, désarçonnantes, je disais, qui pourraient faire que le chirurgien demanderait à arrêter une opération, alors que vous ne pouvez pas faire ça s'il y a des étapes pour faire une opération, vous pouvez faire ça de cette manière-là, quoi. Donc c'est une manière d'avoir cette constance, cette stabilité dans quelque chose que je pense, il n'arrive que s'il n'était pas soumis à une grande contrainte, il n'aurait jamais atteint. Voilà ce qu'ils disent. Et donc il y a des méthodes de travail qui consistent
à permettre à certaines personnes d'atteindre un certain niveau d'expertise. Mais c'est pas donné à tout le monde, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi certaines personnes sont choisies et pas d'autres? Ça, il faudrait poser la question à qui, j'en sais rien. Mais ce que nous avons compris, c'est que ils savent faire alors, ils ont mis des mots sur certaines choses. Nous, on appelle ça faire de la psychologie, par exemple. Ils savent faire de la psychologie, mais ça s'appelle pas psychologie. Ça s'appelle pas neurologie. Ça s'appelle plusieurs sciences en même temps, qui permettent de dire, tiens, cette personne sait tenir un tcha-tcha-tcha-tcha. Et cette personne c'est toujours rester constante dans ce tcha-tcha-tcha-tcha. Par exemple. Oui. Alors, ils arrivent à le faire à tous les niveaux. Ils peuvent aller dans des bidonvilles et ils peuvent trouver, pareil, une personne qui sait tenir un tcha-tcha-tcha-tcha. Oui. Alors, pourquoi font-ils ça? J'en sais rien. C'est leur science. C'est leur science. On appelle ça la science du cosmos. Mais, encore une fois, ce n'est pas gratuit. Cette personne est toujours redescendue. C'est-à-dire que cette personne doit toujours rester dans une technicité, elle doit rester à un certain niveau. Pour rester à un certain niveau, il faut toujours lui rappeler qu'elle peut toujours le quitter, ce niveau. Et c'est comme ça qu'il procède. Mais c'est extrêmement, extrêmement contraignant. Mais pour atteindre certains niveaux, nous on savait qu'il y avait des chirurgies nécessaires, sinon ils n'y arrivaient pas. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Alors ils ont forcément le contre-exemple, oui, ici, vous voulez dire, mais eux ils ont peut-être le contre-exemple, et ils ont aussi leur manière de dire, mais pourquoi voulez-vous être des bras par exemple des doigts de robots pour jouer parfaitement une musique, pour mettre le pied dans le plat? Bon, alors on va vous enseigner ce que c'est que d'être un robot. Ça ressent rien, ça n'a pas peur de fatiguer, ça n'est pas fatigué. Ça peut faire ça des heures et des heures et des heures. C'est ça que vous voulez entendre? Bien. Alors pour atteindre un niveau d'expertise, on veut chercher ce niveau d'expertise, plus ils vont dire, mais dans un moment, je vais te sortir la machine, tu vas comprendre ce que c'est. On n'aura pas besoin de toi. Pourquoi? Alors on passe par toi. Mais on n'aura pas forcément besoin de toi pour ça. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire avec la prédictibilité du langage? Vous pouvez dire que on va faire comme disait Yves Calvi, c'est-à-dire Yves Calvi disait oui, alors pour écrire un livre, je tape une page A4. C'est simple, je mets les personnes, je tape, je dis bon, il y a plusieurs personnages, à peu près ça. Ça se passe dans un lieu, à peu près celui-là, et puis un peu là, un peu là, un peu là. Et l'histoire, c'est à peu près ça. Il entre ça dans un ordinateur et ça lui fait 1000 pages. Et à partir de ces 1000 pages, il fait un travail de réécriture. Voilà. Il disait la chose comme ça. Et moi j'ai dit, pour écrire un livre, je répondrai à Yves Calvi, mais pour écrire un livre, monsieur, il faut produire soi-même 1000 pages. D'abord. Et de ces 1000 pages, c'est l'ordinateur qui fait la réécriture, j'en sais rien, mais bon. C'est l'ordinateur qui va dire c'est mieux comme ça. Et c'est mieux comme ça. Oui, je sais pas, monsieur, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez jamais envisagé comme ça? Pourquoi pas? Oui, donc voilà. Et c'est ça que je voulais dire. Et je voulais dire qu'atteindre ce niveau d'expertise, oui, je reviens sur Vermeer. Vermeer a fait un travail, oui, pour voir les choses de manière, avec cette distance. Lui fait réaliser ses hauteurs glacées. Oui, oui. Mais cette chose qui fait que j'ai dit que j'ai pu avoir, moi, Fadila Bégoul, j'ai pu avoir, parce qu'on m'a descendu socialement, oui, j'ai connu un déclassement social, après ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire j'ai vécu une tentative d'assassinat, je le jure, c'est ça, mais alors pas seulement une seule, plusieurs, voilà. Et à la suite de ça, je me suis retrouvée quasiment sans ressources financières.
Mais autant dire sans ressources financières. Parce que ces méthodes de ces gens-là qui veulent observer absolument, absolument ce qui se passe quand le dispositif qu'ils mettent en place, eux qui ne connaissent pas, se met en place, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vous contraint, oui, comment dire, dans votre quotidien, à réagir d'une certaine manière. Oui. Bon. Mais donc je me suis retrouvée sans ressources financières et j'ai eu plusieurs jours où j'ai rien eu à manger. Et j'ai souvent eu rien à manger. Pendant quasiment un an, j'avais plus rien à manger souvent. Pas grand-chose en tout cas. C'était extrêmement difficile. J'ai vendu quelques objets pour essayer d'avoir quelque chose à manger. J'ai trouvé aussi des fruits et légumes jetés par le marché, par exemple. Oui, des choses comme ça. Mais parfois, je devais marcher longtemps avec simplement de l'eau à boire, ou pas d'eau à boire, parce que j'oubliais de prendre ma bouteille d'eau, tout simplement. Et je devais marcher 4 heures par jour. Et alors, parfois, je devais marcher dans des rues, pas très esthétiques, plutôt lugubres. Mais même le centre-ville me paraissait lugubre, mais ça s'appelait pas lugubre. À un moment, je pouvais avoir ce regard sur les choses. Alors, à plusieurs reprises, donc j'ai évidemment fait une enquête par rapport à ce qu'ils ont essayé de faire. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils ont essayé? Ils m'ont arrimé, ça s'appelle un arrimage, j'ai été victime d'un arrimage. Ils ont essayé de me faire disparaître, mais complètement. Et ils ont même imaginé de faire disparaître ma famille. C'est-à-dire, je devais complètement disparaître de la surface de la Terre. Et ma famille aussi. Alors, pour c'est donc, s'ils l'ont essayé une fois, ça peut revenir. Je veux dire, si on n'essaie pas de comprendre très rapidement quand c'est arrivé, je veux dire, ça peut se reproduire, puisque c'est un système. Alors, nous avons forcément, enfin, j'ai déposé des dossiers et j'ai vraiment sur le vif dit ce qui s'est passé. Et bien sûr, j'ai fait le nécessaire. Évidemment, j'ai dit ce qui m'était arrivé, j'ai décrit, etc. J'ai ramené beaucoup, beaucoup de preuves, évidemment, j'ai tout fait. Mais ces gens-là n'ont pas l'air de comprendre. Alors je dis, si vous ne comprenez pas de cette façon-là, et comme ça, est-ce que vous comprenez mieux? Et comme ça, vous comprenez mieux? Est-ce qu'il faut rehausser le débat, rehausser apporter plus d'éléments d'une manière qui vous permettent de mieux comprendre, je ne sais pas moi. Oui. Et peu importe, faisons la sourde oreille, était la réponse depuis 7 ans. Peu importe, faisons la sourde oreille du service qui était en face de moi. Et ça s'appelle Kettled. Kettled, moi j'appelle ça tout simplement, on est fait comme des rats. Mais j'avais appelé ça le Saint-Pierre et Miquelon, c'est-à-dire que il y a eu, c'est un des dispositifs qui est déclenché quand il y a quelque chose, par exemple un meurtre sordide d'une rare spécialité qui a été découvert. Alors personne ne doit le savoir parce que ça ferait effrayer tout le monde. Et alors il y a un périmètre de sécurité qui est installé, il y a plein de procédés qui sont mis en place, et donc ils essayent sans que personne ne le sache, d'aiguiller la bête vers je ne sais où, pour que la bête soit évacuée du lieu où la bête pourrait être reconnue. Seulement, on a dit, c'est comme ces casas. Vous savez, c'est comme le loup-garou, oui. C'est-à-dire que à la pleine lune, c'est figuré comme ça, hein, c'est une représentation, mais à une période de l'année, enfin du mois, ils changent complètement de comportement et ils deviennent des bêtes.
Vous pouvez comprendre on peut tous comprendre qu'évidemment, ils peuvent être très, ils peuvent être intégrés dans notre société, je veux dire, à un temps, et à un autre temps, plus du tout. Oui, c'est ça. Mais les Kazas ne sont pas parmi nous. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils savent l'être, évidemment. Oui, mais ils ne peuvent pas être chez nous. Oh, si, aussi. Et la Suisse, donc un laboratoire pharmaceutique, a fait arriver à Mulhouse, notamment dans la police, pour donner un exemple, on dit ça comme ça pour l'instant, oui, des personnes aériées, et notamment des Kossos. Ils disent, mais vous voyez, c'est des Kossos. Mais les Kossos, ce sont des aériés, qui sont nés Kossos, oui. Et alors, c'est effrayant de voir un Kosso. Oui, alors évidemment, on s'est dit, ben, c'est normal, hein, c'est normal pour essayer de savoir, ben, vous avez vu ça, vous n'avez pas vu ça? Oui, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça ou pas? Et après, on sait que certaines personnes pensent avoir le pouvoir parce qu'elles ont autour d'elles, j'appelle ça le pouvoir du trône, des espèces de créatures. Oui, et alors elles ont tout un système qui se met en place, mais ces personnes ne comprennent pas pourquoi elles ont un système. Elles ont ce système-là. Dans l'entrée, alors c'est un immeuble, je vis dans un immeuble, il y a plusieurs entrées. 2 entrées plus loin, vous avez installé une créature. Et qui justifie la mise en place quelque chose, d'un système. Oui. Et alors vous avez Pascal, oui, qui a accès à une radio et qui est entendu, par un laboratoire, oui, bah oui, puisque bon, c'est un cobaye, enfin c'est une créature cobaye, je sais pas. Et donc qui est entendu par un laboratoire, autant dire que c'est la Corée du Nord, quoi. Et alors, tout va bien. Je veux dire, ça fait rien à personne. On est tout de suite décrédibilisé. On vient avec des faits. Moi, je suis venue avec des faits, des preuves. Des faits, des preuves. J'ai beau faire le document pour essayer de répondre le mieux possible à ce qu'on peut me demander pour la justice, pour le tribunal. La justice, vous voyez, c'est un mot qui n'existe pas ici. Pour un tribunal, ça ne marche jamais. On ne lit, personne ne le lit, personne ne veut en entendre parler. C'est jamais comme ils veulent. Comme de recevoir. Mais il y a toujours quelque chose qui est en cours. Et on essaie toujours de me descendre encore socialement. C'est-à-dire, et on essaie toujours de me menacer. Alors, oui, donc j'ai expliqué, vous savez, chez Google, il faut expliquer pourquoi je fais ces vidéos. Bon, moi je l'explique à peu près comme ça. Si vous l'expliquez encore en 2 minutes, je l'expliquerai en 2 minutes. Et ça sera vite expliqué. Voilà. Et donc, je voulais revenir, sur ces métiers. J'ai dit, tiens, j'ai découvert que il pouvait y avoir une juge qui plane complètement à 2000, qui ne comprend pas du tout ce que c'est qu'un dossier judiciaire. Un dossier... Alors j'ai découvert ça. J'ai ça alors. Elle plane. Elle comprend pas. J'ai découvert que la police ne faisait pas d'enquête. Que ça plane aussi. Oui, c'est vrai. Et que, alors quand ça devient assistant, ils ont aussi un personnel rustre, sauvage comme ça. Oui, voilà. Pour dire, c'est pas la peine de venir, c'est pas la peine. Et puis, vous comprendrez qu'on n'est pas en mesure de traiter vos dossiers. Oui, voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place, des choses pour préserver l'image d'un service. Pour dire, on ne peut pas, écoutez, on ne peut pas recevoir ce dossier, on ne va pas recevoir ce dossier. Oui, alors ils ont des subterfuges, des manières de faire, ou alors c'est expéditif, hop, sortez du tribunal, on n'a rien à faire ici, pourquoi Et alors, ils nous parlent, alors ils sortent des choses clés en main, ils nous parlent comme si on savait ce qu'ils étaient en train de dire. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, et alors, on n'a pas le droit à un avocat, on y va, et on nous parle comme si on avait un avocat à côté. Et on n'en a pas.
Je dis, oui, j'ai pas d'avocat, je comprends pas ce que vous dites. Oui, mais, on va pas revenir là-dessus, hein. On va pas, vous avez eu 1 mois pour demander un avocat, hein. Oui, mais non, il faut 3 mois pour en demander un, en fait. Et cette personne ne le savait pas, pour les juridictionnels. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Quoi qu'on dise, dig your grave, creusez votre tombe. Ça se retourne contre nous. Alors tout ce que vous pouvez dire, ça sera retenu contre nous, contre moi. Mais le problème, c'est qu'à un moment, j'ai dit, mais alors, c'est quoi? C'est un homme politique qui a peur qu'une affaire éclate, qu'un scandale éclate. Donc je fais l'objet de pression. Bon, c'est déjà arrivé, ça. Ah, la prochaine fois que vous dites Madame Egoul, vous saurez que c'est pas un problème.